Bonjour à tous et toutes. Nous allons donc assister à une conférence de M. Roland Pourtier. Donc, comme vous savez, professeur émérite à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, dans cet écrit. Monsieur Pourtier, comme vous savez, est un tropicaliste émérite aussi, et actif, car Monsieur Pourtier a d'abord commencé à travailler au Cambodge et ensuite dans ce monde tropical qu'il a commencé à aimer, il s'est ensuite orienté en Afrique où il a fait sa thèse d'État sur le Gabon. Au Gabon où il a travaillé surtout sur organisation de l'espace et formation de l'État. Dans ces pays africains qui se construisent, qui sont tout neufs, eh bien, M. Pourtier a ainsi contribué à la réalisation donc de ce futur de l'Afrique. Et c'est ainsi que M. Pourtier a surtout participé à la formation d'un grand nombre de chercheurs africains. Nous avons assisté avant-hier à une conférence sur le lac Tchad, conférence qui a été organisée a été réalisée plutôt par M. Magrin, qui est un ancien étudiant de M. Pourtier, et c'est M. Pourtier qui a dirigé donc sa thèse. Et dans ce cadre, M. Pourtier est aussi membre d'un organisme qui joue un rôle assez important, qui est donc le CEPED, qui est le Centre d'études Population et Développement. C'est pour cela que le thème qu'il va nous développer ici, bombe démographique ou dividende démographique, eh bien, entre dans le cadre de ces recherches. Nous pouvons aussi dire de M. Pourtier son rôle surtout dans l'expertise, les expertises en Afrique, expertise par exemple en Afrique centrale, un certain nombre de pays, Centrafrique, Gabon, Tchad, et surtout, sa dernière expertise eh bien, porte sur la RDC, la République démocratique du Congo, où il a participé, il a dirigé plutôt une expertise sur le Congo dans 35 ans. Donc une projection dans les 35 années à venir. Et pour ne pas prendre tout le temps à le présenter, je lui laisse la parole pour nous parler donc de ce problème démographique qui peut être un facteur positif ou négatif pour l'Afrique. Et bien, je laisse la parole à M. Pourtier. Merci d'avoir préféré cet amphi magnifique au demeurant aux neiges de Champs-Rousse, un samedi après-midi sous le soleil, c'est courageux. D'autant plus que la conférence que je vais faire, finalement, je crois qu'elle est presque inutile. Je suis ici depuis mercredi, j'ai écouté pas mal de conférences et à peu près toutes ont traité une partie de mon sujet. Chacun un petit bout. Mais alors si je mets tout ensemble, si je rassemble toutes les pièces du puzzle, j'ai ma conférence. Alors, bon, vous n'avez pas suivi toutes les conférences, donc peut-être que ce que je vais dire ne sera pas totalement inutile. La question démographique est véritablement centrale quand on s'intéresse à l'avenir de l'Afrique. Tout le monde en convient. Tout le monde n'a pas la même opinion, la même vision du futur. Mais c'est une chose tout à fait unique dans l'histoire de l'humanité que nous sommes en train de vivre. Cette chose unique, c'est l'ampleur de cette croissance de la population. Il faut quand même se rendre compte de ce que représente, sur un siècle, de 1950 à 2050, si on fait un peu de prospective, une population multipliée par 10. C'est quelque chose de tout à fait prodigieux. Ce schéma très simple montre, d'un point de vue démographique et géopolitique, la réalité de ce problème. Vous voyez ces courbes, avec jusqu'à 2015 la réalité des croissances et ensuite des projections, l'Afrique comparée à l'Europe, et j'ai pris soin aussi de distinguer l'Afrique tropicale, car les problèmes les plus cruciaux concernant l'explosion démographique ne se posent pas dans l'ensemble de l'Afrique, mais surtout dans cette Afrique tropicale. 230 millions d'Africains en 1950, probablement autour de 2,4 milliards 100 ans plus tard. Vous voyez à quel point les choses vont changer. Et là, le pourcentage de population africaine
par rapport à la population mondiale passe de 9% à 25%. Nous avons là des données essentielles. Peut-être d'ailleurs que cette croissance sans commune mesure est-elle un rattrapage historique d'un continent qui a connu une longue période de dépression démographique, mais elle pose d'énormes défis. Des défis internes à la croissance économique de l'Afrique, confrontée à ce raz-de-marée démographique, des défis externes qui concernent les relations de l'Afrique au reste du monde. Peut-on pour autant parler de bombe démographique ? En 1968, paraissait aux États-Unis un livre qui s'appelait The Population Bomb et qui a été traduit en français La bombe P, livre de Paul Ehrlich, traduit par les Amis de la Terre, ce qui n'est pas anodin. Ce livre exprime une sensibilité néo-malthusienne, proche de certains écologistes, comme en France René Dumont. Il s'inscrit dans un courant beaucoup plus ancien, un courant intellectuel né aux États-Unis après 1945, qui, au nom de préoccupations humanitaires ou écologiques, considérait comme une menace la croissance démographique de l'Amérique latine et de l'Asie, à l'époque. Our Plundered Planet, de Fairfield Osborne, a été édité en 1948 et réédité en France en 2008, c'est-à-dire il y a peu de temps, par Actes Sud, sous le titre « La planète au pillage », que vous connaissez peut-être, avec une préface de Pierre Rabhi, lequel Pierre Rabhi parlait de son ouvrage avant-hier à l'université de Grenoble. Y aurait-il aujourd'hui, symétriquement à cette menace que les États-Unis avaient, ou certains intellectuels avaient ressentie en 1945, y aurait-il symétriquement un péril africain aujourd'hui, voire un péril noir? On peut se poser cette question. Quoi qu'il en soit, le problème démographique est extrêmement sensible, souvent polémique, et pour certains Africains, il est souvent l'expression d'un impérialisme occidental ou d'un reliquat de néocolonialisme. Tout ce qui peut ressembler à une ingérence démographique provoque une levée de boucliers. Alors vous savez évidemment qu'en France, ces interrogations sur la démographie africaine s'imbriquent très étroitement avec la question des migrations. Elles suscitent à la fois la compassion devant les drames qui se jouent en Méditerranée et en même temps alimentent des peurs qui s'expriment sur le plan politique. Mais quoi qu'il en soit, la présence au sud de l'Europe de 2 milliards d'Africains dans une génération est perçue comme une inquiétude, sinon une menace, sentiment aggravé en ce moment par la crise syrienne et ses conséquences migratoires. C'est dans ce contexte d'inquiétude que l'Institut de géopolitique des populations, l'IGP, qui a été créé en 2000, met en exergue le rôle déterminant de la démographie sur la géopolitique, sur les migrations internationales, sur l'histoire des sociétés. Exemple, un titre, « L'Europe face à l'Afrique noire, du choc démographique au choc des civilisations ». C'est assez explicite, publié en 2010, à l'Harmattan. 2015, le même institut, chez la maison d'édition L'Ancre, Afrique, le cauchemar démographique. On se trouve bien dans ce contexte du péril noir. L'IGP, il est vrai, est catalogué d'extrême droite et souvent davantage militant, polémique que scientifique. Il n'en exprime pas moins des préoccupations d'une fraction de la population européenne ou française devant cette bombe démographique africaine. Si je change d'écurie pour ne pas rester sur cet institut, en 2004, je participais à un colloque organisé par Action contre la faim, intitulé « La bombe urbaine, comment nourrir villes en guerre et bidonvilles ». Dans ce cas-là, la bombe, elle était vraiment interne à l'Afrique, interne aux villes, elle n'était pas externe, mais de toute façon, la question de cette explosion démographique et de ces risques se posait. Et pour en terminer avec ces quelques flashs historiographiques, Ser Mikhailov, qui a beaucoup travaillé à la Banque mondiale et à l'AFD, a publié récemment « Africanistan,
l'Afrique en crise va-t-elle se retrouver dans nos banlieues? Il y a donc une dramatisation des enjeux démographiques qui renvoie face à face les malthusiens et les cornucopiens. Alors, le terme malthusien est bien connu, cornucopien c'est un peu plus rare, mais au fond, ça repose sur ces quelques remarques. Les ressources de la planète sont limitées. L'Anthropocène se caractérise par un nombre d'humains jamais égalé. Et je dois dire qu'à la COP21, le climat a totalement éclipsé la démographie. Ce sont là quelques données qui vont plutôt dans le sens des malthusiens, mais les cornucopiens répliquent que l'Afrique a des ressources illimitées et qu'elle saura surmonter ses difficultés. Avant d'aller plus loin, je rappelle que l'Afrique n'est pas homogène, elle se décline au pluriel, et la question démographique se pose essentiellement dans cette Afrique tropicale que j'évoquais tout à l'heure. Le Maghreb est sur le point d'achever sa transition démographique. La Tunisie, le nombre d'enfants par femme est de 2,1, c'est grosso modo à peine plus que la France. En Afrique australe, l'indice synthétique de fécondité n'est plus que de 2,7, donc là aussi on s'achemine vers la fin de la transition démographique. Il reste ce bloc de l'Afrique tropicale qui nous pose problème. C'est la seule grande région du monde qui soit restée et qui va rester encore un certain temps au milieu du gué de la transition démographique. La baisse rapide de la mortalité est un facteur qui contribue à l'accroissement de la population africaine. Mais le problème, c'est surtout la baisse de la fécondité qui tarde à venir, comme le montre ce graphique qui compare les évolutions dans quelques grands ensembles du monde. La situation de l'Afrique, représentée par la courbe en noir, se différencie de toutes les autres. Il n'y a pas encore cette baisse rapide de la fécondité. Et c'est là où l'on voit la cause profonde, en termes de démographie, de l'explosion démographique. Alors, ça c'est un fait. Si bombe démographique il y a, la question c'est de savoir comment on peut la désamorcer. Le retour à l'optimisme depuis 2000, dans d'autres conférences on en a parlé, un optimisme qui est porté par les performances macroéconomiques, peut-il être durable dans ce contexte démographique? C'est ça, au fond, la question. La croissance économique pourra-t-elle être à la hauteur ou sera-t-elle un frein à cette croissance économique? La vraie question, naturellement, c'est la question de l'avenir. Et quand on voit la pyramide des âges actuelle globale de l'Afrique subsaharienne, 2015, on se rend bien compte qu'il y a là, pour l'avenir, un potentiel de croissance extraordinaire. C'est la structure par âge de la population qui va définir l'orientation de la démographie dans les décennies à venir. Et les projections de population montrent que les classes d'âge actives vont être suffisamment nombreuses dans les années qui viennent pour que ce qu'on appelle le taux de dépendance soit assez faible et pour que le dividende démographique puisse jouer. Il y a dividende démographique lorsque la population des classes actives est plus importante que la population des classes dépendantes. Ça, c'est la théorie démographique. Depuis une douzaine d'années, ce concept enrichit la boîte à outils de la Banque mondiale et de bien d'autres organismes, pour ne citer que l'actualité la plus proche. La 7e conférence africaine sur la population tenue à Johannesburg il y a quelques mois s'intitulait « Dividende démographique en Afrique, perspectives, opportunités, défis ». Au mois de février 2016, une autre conférence africaine sur la santé et les droits sexuels et reproductifs tenue à Accra s'intitulait « Réaliser le dividende démographique en Afrique, importance cruciale de la santé et des droits sexuels et reproductifs des adolescents et des jeunes ». Et enfin, la grande réunion, le sommet de l'Union africaine en 2017
doit porter sur le dividende démographique. Ce paradigme est donc quelque chose qui est devenu très important. Est-ce un effet de mode? Est-ce une formule magique? Est-ce que ça va durer longtemps ou pas? C'est une question. Et en tout cas, ce dividende démographique n'est pas automatique. Ce n'est pas parce qu'il y a une fenêtre d'opportunité qui s'ouvre qu'il y aura une croissance de l'économie. Il ne suffit pas d'avoir un grand nombre de bras, il faut encore qu'il y ait du travail. Et j'ai mis ce texte-là, qui est paru très récemment de la part du FMI. Hein. Pour obtenir le dividende le plus élevé possible, les pays d'Afrique subsaharienne devront baisser la mortalité infantile et la fécondité et créer de nombreux emplois. Voilà. Donc s'il n'y a pas, en même temps que cette baisse de la fécondité, de création d'emplois, le dividende démographique risque de rester tout à fait théorique. À ce stade de la réflexion, la question centrale du défi africain appelle une réponse, ou en tout cas des questionnements, sur l'articulation population et développement. Premier point, la croissance démographique est, quoi qu'il en soit, quoi qu'il advienne, inéluctable, sauf cataclysme apocalyptique qu'on n'imagine pas. La baisse de la mortalité va continuer, la fécondité va baisser lentement, et vous voyez ces deux courbes, quand on les met en parallèle, baisse de la natalité assez lentement, baisse de la mortalité avec un différentiel considérable qui mesure le taux de croissance de la population. Or, la structure par âge de la population, que j'ai montré tout à l'heure, est telle que les classes fécondes sont extrêmement nombreuses et que, même s'il y a un ralentissement substantiel de la fécondité, la population va continuer à augmenter. Ce qui pose un problème, vous voyez, la situation tout à fait exceptionnelle de l'Afrique par rapport aux autres pays du monde. L'Afrique reste le continent des hautes fécondités, avec une autre expression, des courbes qui montrent, à propos de la RDC, le maintien d'une fécondité très élevée, alors que tous les autres exemples qui ont été pris montrent une baisse. Et puis, un dernier graphique qui montre que la fécondité est profondément marquée par les conditions d'habitat, selon que l'on est dans les campagnes ou dans les villes. Et là, on voit bien, à propos de la RDC, que Kinshasa a une fécondité qui baisse rapidement en comparaison des provinces du pays. Et c'est qu'en effet, la question cruciale est celle du rythme de décélération de la fécondité. La fécondité baisse. Le problème, c'est son rythme. Et qu'est-ce qui empêche une accélération de la diminution de la fécondité? C'est la réticence de beaucoup d'Africains à pratiquer la contraception. L'Afrique subsaharienne est tout au bas de l'échelle, avec seulement 25% des femmes qui pratiquent une méthode de contraception contre 60% de moyenne mondiale. Il faudrait donc impulser une véritable révolution contraceptive. Quels en sont les obstacles? Ils sont nombreux et vous les connaissez. La population africaine est encore majoritairement rurale. L'enfant y est perçu comme une force de travail, une assurance vieillesse. Le désir d'enfant reste extraordinairement puissant. Et la famille idéale, quand on interroge dans le Sahel les populations, se situe entre 8 et 10 enfants. Et vous avez sur ces graphiques, celui du bas notamment, une comparaison entre le Niger et le Ghana étant beaucoup plus avancé dans la transition que le Niger, mais il y a quand même, surtout au Niger, vous voyez, un idéal de famille nombreuse qui reste très très élevé. Et dans un des deux graphiques en bas, vous voyez aussi que le niveau d'éducation pèse sur ce désir d'enfant. Plus on a un niveau d'éducation élevé, actuellement, hein, plus le nombre d'enfants désirés est plus bas. Donc il y a là des facteurs de changement qui sont en cours.
mais ça sera assez lent, d'autant plus qu'il y a un problème, surtout dans les régions d'Afrique de l'Ouest et au Sahel, c'est les mariages précoces. Plus le mariage est précoce, le mariage des filles, plus le mariage des filles est précoce, et plus il y a de chances d'avoir d'enfants durant sa vie féconde. Il y a enfin comme grand obstacle l'absence ou la faiblesse des politiques publiques de population. La question démographique n'est entrée que tardivement dans les DSRP, les fameux documents stratégiques de réduction de la pauvreté, et encore, c'est entré par la petite porte et assez timidement, et ces questions démographiques dans les DSRP concernent surtout la santé reproductive, le contrôle des naissances restant encore extrêmement marginal. Il y a des réticences culturelles très fortes, et peut-être s'ajoute à cela, de manière plus ou moins consciente ou inconsciente, la notion d'une revanche historique de l'Afrique sur l'Europe, l'Europe jadis dominante, l'Europe aujourd'hui en déclin démographique. C'est vrai que pour beaucoup, la population constitue toujours une forme de la puissance. Et je mets ce petit texte d'un des meilleurs démographes français actuels qui synthétise un peu tous ces obstacles à l'évolution, à la baisse de la fécondité, et en montrant les spécificités de l'Afrique, fécondité plus élevée, nombre d'enfants scotés plus élevé, mariage souvent précoce, faible pratique contraceptive, etc. Tout ce diagnostic est largement répandu parmi les démographes. Alors vous voyez, si on va maintenant se projeter vers l'Afrique, à travers ces courbes, la différence entre l'Afrique et l'Asie et l'Europe, en ce qui concerne le taux de dépendance, et donc la question qui nous préoccupe, à partir de 2000, grosso modo, à partir du milieu de notre millénaire, le taux de dépendance de l'Afrique va diminuer, c'est-à-dire qu'il y aura de plus en plus de classes actives par rapport aux autres, alors qu'en Asie et en Europe, où ça continue là aussi à diminuer, on amorce une remontée, et à un moment donné, les courbes vont se croiser, et le réservoir démographique mondial va se trouver en Afrique. Ce qui pose des questions, évidemment, considérables. Les économies africaines sont-elles en mesure de répondre à ces défis démographiques? Parce que le dividende démographique en tant que tel, ça reste une notion assez abstraite. Alors, plusieurs points, rapidement. D'abord, la question de la sécurité alimentaire. Est-ce que l'Afrique sera en mesure de faire face à ce doublement de population? Globalement, depuis 1960, la production alimentaire a suivi la croissance démographique grâce à l'agriculture familiale et quoi que certains prétendent. Cette agriculture africaine s'est largement ouverte sur le marché. L'articulation ville-campagne se fait de mieux en mieux. Le développement du vivrier marchand a résolu beaucoup de problèmes alimentaires. Et quand on regarde une carte de densité de population dans le monde, eh bien, on voit que l'Afrique reste un continent peu peuplé par rapport aux masses asiatiques, par rapport à une partie de l'Amérique du Nord ou de l'Europe. Il y a encore de grands espaces disponibles. Il y a, ce que disent beaucoup de gens, un énorme disponible foncier en Afrique. Mais c'est une vision, là encore, un peu théorique. Il faut voir la dynamique. La dynamique, c'est celle-là. C'est l'alourdissement constant des densités depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, et ça continuera naturellement. Il faut tenir compte aussi, on ne peut pas raisonner globalement sur l'Afrique. Il y a des régions vides et des régions pleines, des régions trop vides et des régions trop pleines. Et donc, les densités rurales et les potentialités agricoles, ça ne peut pas se traiter comme ça de manière globale. Et puis, il y a aussi le fait que les gens qui disent qu'il y a les principales réserves foncières non utilisées aujourd'hui au monde, ces gens qui disent ça ne se rendent pas compte qu'il y a en face d'eux tous les lobbies conservationnistes, tous les lobbies écologistes qui disent « Attention, il ne faut pas défricher la forêt c'est notre avenir, c'est notre poumon, c'est la lutte contre les gaz à effet de serre, etc. »
Donc il faut quand même être raisonnable quand on parle des réserves foncières. Mais en réalité, ce n'est pas là finalement le problème. L'Afrique n'a aucune vocation à résoudre les équations écologistes des pays du Nord. Le problème pour eux, les Africains, c'est qu'ils se trouvent confrontés, selon les cas, à des disponibilités assez larges d'espaces cultivables, et dans d'autres cas, à leur raréfaction. Et on a vu se multiplier, avec la saturation foncière, des conflits, dont certains d'une extrême gravité. Je voudrais quand même rappeler que le génocide du Rwanda en 1994 peut se lire comme une régulation démographique et foncière. Il n'est pas impossible d'ailleurs que ce génocide ait engendré une sorte de catharsis collective, parce qu'on constate quand même que l'ISF, qui était de 8 au moment du génocide, n'est plus aujourd'hui que de 4. Et dans le même temps, le Rwanda est passé de 5% à près de 30% de population urbaine. Donc ça aussi, c'est des corrélations sur lesquelles on peut méditer. Mais d'une manière générale, partout où il y a de fortes densités, partout où on voit des affrontements d'un nouveau type, ce sont les affrontements autochtones contre allochtones ou étrangers. Ça a été le cas du Kivu, que j'ai particulièrement étudié, où des populations voisines du Rwanda notamment sont venues et créent une situation de conflit foncier depuis des décennies, avec plusieurs millions de morts qui sont souvent ignorés. Ça a été le cas aussi en Côte d'Ivoire, où la guerre de Côte d'Ivoire a une dimension de ce type évidente. Il y avait 25% d'étrangers vivant en Côte d'Ivoire en 1998. Et donc, ces risques de tensions foncières vont s'accentuer dans les décennies qui viennent. Maintenant, si on laisse de côté cette question de la terre, de l'accès à la terre et des risques de conflits inhérents à la croissance démographique, il faut voir de manière plus globale comment se pose la question de la croissance économique par rapport aux structures même des économies africaines. Les économies rentières sont encore dominantes dans toute l'Afrique subsaharienne. Or, ces économies rentières, fondées sur l'exportation de matières premières, ne sont pas créatrices de beaucoup d'emplois et restent dominées par les multinationales. Et à côté de cela, je passe. À côté de cela, il y a un secteur manufacturier qui reste extrêmement peu important, sauf en Afrique du Sud, à Maurice ou dans quelques États qui tendent à se développer sur ce modèle, comme l'Éthiopie. Mais c'est encore très très faible. Le secteur manufacturier ne représente que 7 à 8% du PIB depuis un certain nombre d'années, et ça n'évolue pas beaucoup. Le Made in Africa n'est pas encore pour aujourd'hui. Il y a à cela un certain nombre d'obstacles culturels. Les solidarités, notamment, peuvent compromettre l'accumulation du capital dans certains cas. Elles ne favorisent pas toujours l'esprit d'entreprise, mais tout de même, il existe aujourd'hui de plus en plus de millionnaires africains et même de milliardaires, puisque Forbes en compte près d'une trentaine, dont le célèbre Aliko Dangote, avec plus de 15 milliards de dollars pour sa fortune, ce qui équivaut au PIB de la Guinée. Donc les choses sont en train de changer. Les choses sont en train de changer, mais on est encore qu'au début de cette transformation de l'économie, et donc ça sera difficile pendant un certain temps pour passer d'une économie rentière à une économie diversifiée, à une économie d'emploi. Et puis il y a aussi le poids des rentes bureaucratiques qui exercent aussi des blocages considérables pour les entreprises. Et puis aussi, quelque chose qu'on ne mentionne pas toujours, la concurrence chinoise a tué beaucoup d'entreprises africaines, notamment dans le textile. C'est l'exemple du textile en Côte d'Ivoire. Alors, tout cela se traduit par le fait que l'Afrique a entrepris un processus d'urbanisation tout à fait extraordinaire. Vous voyez ici les courbes de croissance de la population urbaine. L'Afrique part de très bas, et elle monte rapidement. Évidemment, elle reste encore en dessous des taux des autres parties du monde, mais l'horizon 50% de population urbaine, c'est pour bientôt. Et donc, cette Afrique qui s'urbanise sans s'industrialiser
pose le problème de ces millions de jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi et qui se trouvent presque tous en ville, ou qui vont vers la ville. Et alors, voilà, comment on fait pour absorber ces masses de jeunes dans l'économie urbaine. Et cette urbanisation explose littéralement. Depuis 1960, la croissance démographique de l'Afrique subsaharienne a été multipliée par 4, celle des villes par 10. Donc on voit cette explosion urbaine. Et en même temps que les villes se développent, la bidonvillisation s'étend parce que les villes n'ont pas la capacité d'absorber toutes ces populations. Je passe sur ces cartes qui sont devenues extrêmement banales. Je voudrais simplement insister sur ce graphique qui montre, parce que ça c'est original, que la population urbaine a beau augmenter très très vite, en Afrique, la population rurale va continuer à augmenter d'ici 2050, alors que partout ailleurs s'amorce ou va s'amorcer une baisse en valeur absolue de la population rurale. C'est un des défis de l'Afrique. Alors, voilà la gravité du problème qui est ici exposé, mais on ne peut évidemment pas en rester à une vision négative ou trop pessimiste. L'urbanisation, l'accumulation de population dans les villes, on vous l'a déjà dit, hein, une cinquantaine de villes millionnaires aujourd'hui en Afrique. Cette accumulation urbaine a des effets positifs, intéressants, car c'est là que se développent ces fameuses classes moyennes dont on a aussi parlé dans d'autres conférences. Et c'est vraiment dans ce nexus urbanisation, dividende démographique, classe moyenne, que se situe désormais le problème, le cœur du problème du développement. Le développement gravite autour de cette articulation qui est tout à fait essentielle. Alors je n'insiste pas trop sur ces classes moyennes, puisqu'on en a déjà débattu, que la BAD considère que la classe moyenne se mesure entre 2 et 20 dollars de revenus par tête d'habitant. C'est une approche tout à fait large, mais beaucoup trop large, parce pour les classes flottantes, comme on dit, entre 2 et 4 dollars, on est encore extrêmement vulnérable et il n'y a pas... Bon, l'entrée dans un système de consommation est encore extrêmement limitée. Et l'équation fondamentale reste toujours croissance démographique, emploi. La classe moyenne croît vite, elle croît moins vite que le nombre de pauvres. C'est ça aussi, je crois, une des questions qu'on doit envisager. Alors je vous montre ici un graphique tout à fait intéressant de Proparco. Pour Proparco, les classes moyennes, c'est 3 fois moins que les estimations de la BAD, mais c'est quand même sur ce graphique une projection entre 2015 et 2040 de 110 millions à 240 millions de constitutifs de cette classe moyenne. Donc on pourrait dire, mais oui, c'est formidable, hein, c'est formidable, il y a une vraie croissance de la classe moyenne. On oublie de dire que pendant le même temps, le nombre de citadins pauvres passerait de 250 à 600 millions. Et donc, voilà, la classe moyenne n'a pas la capacité de répondre à la totalité de la croissance démographique. Ces villes sont donc potentiellement explosives. Les émeutes de la faim, en 2008, pourraient n'être qu'un signe avant-coureur d'autres déflagrations. Car, ça a été évoqué tout à l'heure avec la criminalité, qu'offrir aux jeunes qui ne peuvent pas rentrer dans le système de la production, qui se retrouvent dans cette espèce d'informel sur lequel je n'ai pas le temps de m'étendre, que peut-on leur offrir? Bien souvent, rien d'autre que la dérive dans la marginalité urbaine. Et on commence par le vol, après on est dans les trafics de drogue, après peut-être des trafics d'armes. On est exposé évidemment à la recherche aussi d'un idéal de fuite dans les extrémismes religieux, dans l'islamisme. On est aussi la proie des entrepreneurs de guerre, on se retrouve dans des milices. Et il n'y a pas dans les milices que des enfants soldats, il y a aussi des volontaires qui y vont pour se faire une carrière. Et il y a donc tout ce contexte où des jeunes se retrouvent rejetés du système normal de production urbaine et créent un danger croissant. Vu leur nombre considérable, la bombe urbaine n'est pas un fantasme. Il existe en effet, et ça je crois qu'il faut vraiment le dire, dans toutes ces questions de démographie,
de regroupement de population, de déplacement de population. Il existe des effets de seuil. Et l'exemple de la Côte d'Ivoire, encore une fois, est là pour le montrer. La Côte d'Ivoire, c'est l'exemple du passage d'une tradition d'accueil qui faisait partie des cultures africaines à des comportements xénophobes parce qu'on est resté trop en dehors de politiques de régulation de la population, de régulation des migrations. Alors, évidemment, on est obligé de se poser cette question de la migration. Est-ce que les migrations ne pourraient pas être une solution pour alléger ce poids des villes dont je viens de montrer qu'il était de plus en plus dangereux? Ouais, les migrations, c'est deux choses. C'est d'abord les migrations internes. Mais les migrations internes, traditionnelles, il y a une grande tradition de mobilité en Afrique, elles commencent à se heurter partout où il y a des points d'assez forte densité au refus des territoires d'accueil. Et c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, cette opposition de plus en plus nette dans plusieurs parties de l'Afrique entre autochtones et étrangers. Ça, ce sont des réalités. Et certains, comme Severino, qui pensent que le peuplement de l'Afrique, ça sera la grande révolution, le grand facteur de développement, je pense qu'ils s'égarent un petit peu dans leur optimisme, parce qu'il n'y a pas d'autorégulation, il n'y a pas de lissage de la population, comme si l'espace était quelque chose d'autonome et que s'il y a trop d'hommes ici, il n'y a qu'à les déplacer là où il y en a moins, et on résoudra les problèmes. Ça ne se passe pas comme ça, ni dans l'histoire, ni dans la géographie. Et puis il y a bien entendu les migrations extra-africaines qui soulèvent d'autres problèmes, qui ne sont pas aussi importantes en valeur absolue, mais qui prennent de l'ampleur. Et puis ce qui est important aussi à savoir, c'est que lorsqu'on fait des enquêtes dans les écoles notamment, le désir d'émigrer et de quitter l'Afrique est considérable lorsqu'on interroge les jeunes. Le grand sondage mondial Gallup va dans le même sens. Il toucherait le désir de quitter l'Afrique serait en Afrique subsaharienne plus fort que partout ailleurs, et il toucherait quelques 40% des 15-25 ans. Bon, c'est un sondage, on en pense ce qu'on veut, mais ce désir d'aller ailleurs, bon, on le vit quotidiennement, on l'a vécu et on le vivra encore. Et je suis persuadé qu'une fois la crise syrienne terminée, ce qui se fera, l'essentiel de la pression migratoire viendra d'Afrique subsaharienne. Il faut s'y préparer. Et il y a d'ailleurs, à cet égard, petite parenthèse, une absurde interdiction des statistiques ethniques en France qui fait qu'on n'arrive pas à savoir exactement combien il y a de populations originaires d'Afrique, populations noires, etc. C'est interdit. C'est interdit par la loi, à différence de bien d'autres pays. Ça laisse la porte ouverte à toutes sortes d'affabulations, tant celle du CRAN que celle du Front National. Donc il serait bon quand même qu'on ait le courage de dire voilà, il y a tel et tel type de population en France. En tout cas, les proximités continentales font que le problème démographique africain est le problème aussi de l'Europe. Et Jean-Michel Severino et Olivier Rey, là aussi, nous rappellent que le problème, au fond, n'est pas le regret démographique, le regret historique, c'est pas la peine de pleurer sur le passé colonial ou quoi que ce soit. Le problème, c'est qu'il y a une contiguïté géographique. La Méditerranée est là, mais au-delà de la Méditerranée, c'est l'Euro-Afrique qui est notre réalité et qui est la réalité du continent africain. Au terme de ces différents points de vue rapidement évoqués, on n'a pas le temps d'approfondir. Au terme de ces quelques réflexions, j'en arrive à quelques propos de conclusion. La conclusion, au fond, c'est une question, peut-on être optimiste, Peut-on être optimiste 3 questions qui se posent, que je résume. L'urbanisation, est-ce que ces villes vont permettre de répondre à l'arrivée annuelle de 10 millions de jeunes sur le marché du travail? L'immigration, est-ce que c'est une porte de sortie ou une impasse? 3e hypothèse, la guerre. Si le reste ne fonctionne pas, est-ce qu'il ne reste pas que la guerre? Alors, est-ce que c'est... Alors, je mets des points d'interrogation. Est-ce que c'est être pessimiste? Bon, voilà une carte bien connue. C'est le ministère des Affaires étrangères qui publie ça régulièrement. Février 2016, les zones où il ne faut pas aller, les zones où il faut éviter d'aller, les zones où il faut être attentif, etc. Bon, il y a de plus en plus de régions qui se ferment au voyage.
Et le tourisme, qui pourrait être une ressource importante pour l'Afrique, est en train de s'écrouler. Hein, et c'est d'une très grande gravité. Alors, optimiste, pas optimiste, il faudrait de toute façon qu'il y ait une diminution drastique de la fécondité, de la même façon que la Chine l'a fait en son temps avec la politique de l'enfant unique. Sinon, l'Afrique s'expose au pire déboire. Or, on est obligé de constater que la révolution contraceptive tarde à venir. Et quand on dit que d'ici 2050, il y aura plus de jeunes en Afrique qu'en Asie de l'Est, c'est ne rien dire. C'est ne rien dire si les conditions d'emploi et d'employabilité de ces jeunes ne sont pas réunies, ce qui suppose aussi un niveau d'éducation qui est très loin d'être atteint. En tout état de cause, le dividende démographique ne sera qu'un mirage s'il n'y a pas une forte accélération de cette baisse indispensable de la fécondité. C'est là la clé de l'avenir de l'Afrique subsaharienne. Et il faut beaucoup de pédagogie, beaucoup de volonté et de courage politique pour faire prendre conscience des risques d'une démographie incontrôlée. Les responsables africains actuellement renâclent plutôt à s'engager dans le combat démographique comme l'ont fait tous les pays émergents jusqu'à présent, y compris avec des moyens coercitifs, mais dans le cadre d'États forts. Le combat n'est quand même pas perdu d'avance. Il y a en effet des prises de conscience de l'urgence démographique qui se multiplient. En 2012, à Londres, la fondation Bill et Melinda Gates a relancé les efforts en faveur de la planification familiale à hauteur de 8 milliards de dollars sur un plan de 8 ans. C'est considérable. Et au fond, cette lutte contre la fécondité pourrait prendre le relais de la lutte contre le sida, qui doit continuer certainement, mais bon, le combat est presque gagné. C'est maintenant la lutte pour la baisse de la fécondité qui va décider en grande partie de l'avenir du continent africain. Et on ne peut souhaiter qu'une chose, c'est que l'ampleur de ces financements internationaux, qui dépassent de très très loin l'aide publique, c'est que l'ampleur de ces financements conduise les responsables africains à reconnaître la légitimité d'un devoir d'ingérence démographique. J'ai vu assez peu de recommandations dans les conférences que j'ai écoutées. J'en fais une. Cette recommandation, c'est de réfléchir à la mise en œuvre d'un devoir d'ingérence démographique, de la même façon qu'il y a un devoir d'ingérence humanitaire. Mais celui-ci est beaucoup plus important, car le devoir d'ingérence humanitaire soigne les maux des conflits. Le devoir d'ingérence démographique travaillerait à prévenir les conflits. Il y a donc là un enjeu dont j'estime qu'il est tout à fait majeur pour non seulement l'Afrique, mais pour l'ensemble du monde, car on ne peut plus traiter des questions de l'Afrique sans avoir une vision beaucoup plus globalisante. La mobilisation de tous en faveur de l'accélération de la transition démographique est la priorité absolue. Ma conclusion, c'est que l'Afrique n'a pas d'autre alternative qu'entre le préservatif ou la Kalachnikov. Mais vous remarquerez que j'assortis cette phrase un peu provocante peut-être, je l'assortis d'un point d'interrogation, et je termine sur ce point d'interrogation qui nous rappelle que l'avenir n'est jamais totalement écrit d'avance. Je vous remercie. Bon, merci Monsieur Pourtier. Vous avez soulevé un certain nombre de problèmes et on va maintenant procéder à un échange avec la salle. Et il y a déjà des mains qui se lèvent, donc vous allez pouvoir échanger avec le public. Oui, je vais essayer d'être court. Un constat et une question. Un constat, je tiens d'abord à vous féliciter parce que dans ce lieu où un journaliste du Monde a reproché à Sylvie Brunel d'être terriblement afro-pessimiste
Vous nous avez redonné l'espoir et je pense qu'il vous féliciterait aujourd'hui, même si c'est une forme de question quand même, la conclusion. La question, la seule chose que je n'ai pas compris, que j'aimerais bien, en tant que prof d'histoire en lycée, comprendre, c'est pourquoi, et essayons d'être optimistes, pourquoi l'Afrique australe, et peut-être à part le cas d'Afrique du Nord, Tunisie et d'Afrique du Sud, mais le reste de l'Afrique australe a réussi la transition démographique. Vous avez dit le chiffre de 2,7 au lieu de 5. Et quelles sont les leçons à tirer? J'espère que ce n'est pas parce que la maladie du sida est plus présente en Afrique australe. Donc si ce n'est pas ça, il y a peut-être une raison d'être optimiste. Et quelles sont les recettes de l'Afrique australe et pourquoi eux ont réussi dans cette partie-là de l'Afrique noire ce que n'a pas réussi l'Afrique centrale? Merci. Oui, c'est une question tout à fait importante. Le sida n'a rien à voir avec ça. Le sida a été un ralentisseur démographique, mais ça joue un peu à la marge, finalement. En tout cas, en Afrique du Sud. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une corrélation forte entre niveau de développement économique, niveau d'activité diversifiée en dehors de l'économie primaire d'exportation des ressources minières, et urbanisation, voilà, ces trois facteurs, et baisse de la fécondité. Je crois que là on a un ingrédient qui peut fonctionner, qui fonctionne de manière assez forte. S'il y a une diversification de l'économie, des créations d'emplois dans des industries diversifiées, des industries de main-d'œuvre, l'industrie manufacturière, ce qui est déjà un peu le cas en Afrique du Sud, où il y a de l'industrie automobile, où il y a des industries chimiques, des industries de la pharmacie, des industries de haute technologie. Il y a toute une gamme d'industries qui est créatrice d'emplois. Et ça, c'est quand même un des éléments importants qui favorise et l'urbanisation et une urbanisation qui n'est pas parasitaire, mais où une partie des populations, trouve à s'employer. Alors bien entendu, vous me direz, ah oui, mais c'est aussi dans le cadre de la société spécifique d'Afrique du Sud avec l'apartheid autrefois et les héritages aujourd'hui de l'apartheid, et une population noire, pauvre, qui est encore largement rejetée de ce progrès économique. Mais cette population des townships, ou cette population rurale pauvre en Afrique du Sud, bénéficie quand même d'un encadrement sanitaire, social, contraceptif très fort. Et le sida a d'ailleurs favorisé, pour ceux qui étaient réticents, l'usage du contraceptif. Parce que cette menace terrible du sida en Afrique australe a quand même bouleversé les gens. Et sur ce plan-là, l'Afrique du Sud est dans une situation souvent assez catastrophique. Hein. Mais voilà, il y a des éléments qui permettent de comprendre cette évolution. Et puis, peut-être aussi la classe dominante, la classe dirigeante de l'économie, qui se compose des Blancs et des élites noires qui sont rentrées grâce à l'empowerment dans le secteur de production économique. Tout cela favorise le développement, favorise en même temps cette évolution démographique. Bonsoir à tout le monde et bonsoir à vous, monsieur le conférencier. Moi, je me présente Al-Gafet Al-Galher et je suis sahélien, une zone que vous avez présentée comme étant une de ces principales zones qui fait office de bombe démographique. Et quand je vous entends préconiser une politique de l'enfant unique comme en Chine, je suis sceptique à cela dans une Afrique où le taux de scolarisation est en deçà de 60%. L'Afrique est en majorité rurale. Et moi, le problème que je vois au fait que vous préconisez une politique de l'enfant unique, c'est qu'il y a un problème profond de l'éducation. Donc, le changement, il ne viendra pas par cet exemple. Il y a une nécessité de changement profond et un inversement des lobbies. Parce que les lobbies actuels, ils sont plutôt favorables à ce que vous avez dit, à désirer des enfants et avoir beaucoup d'enfants. Et quand vous parlez d'ingérence, je vous cite devoir d'ingérence démographique. Je vous pose la question à savoir si vous parlez d'ingérence étrangère, d'ingérence internationale. Parce qu'actuellement, ce que nous remarquons, c'est que les institutions internationales, à savoir l'Union européenne ou l'ONU, certes, ils nous aident. Tout ce qui est humanitaire, aide humanitaire, mais moi, je pense que les pays africains, ils ont besoin d'une aide qui va les aider à se
dépasser de l'aide. Nous n'avons pas besoin d'une aide pour régler un conflit, mais pour changer les choses dans le profond. Et pour revenir à votre dernière diapo, où vous demandez si la solution est soit le préservatif ou la calache, moi je vous répondrai que la solution sera la plume. Il nous faut de l'éducation pour changer ce problème. Ce n'est ni la calache, ni le préservatif qui vont régler ce problème, mais la plume, parce que c'est l'éducation qui est à la base du règlement de tous ces problèmes. Je vous remercie. Bon, je suis fondamentalement d'accord avec ce que vous avez dit à la fin sur l'éducation. Moi-même, j'ai passé toute ma carrière dans l'enseignement et je suis persuadé que l'éducation va jouer un très très grand rôle maintenant, pas n'importe quelle éducation. L'éducation est un des éléments. On a quand même beaucoup investi dans l'éducation depuis de nombreuses décennies avec des résultats qui ne sont pas toujours excellents. Alors, il y a peut-être à côté de l'éducation d'autres actions, et notamment dans le planning familial, qui devraient être beaucoup plus prises en compte qu'elles ne le sont aujourd'hui. Je ne préconise absolument pas l'enfant unique pour l'Afrique. Je disais simplement qu'en Chine, dans le contexte spécifique de la Chine, il y avait eu cette politique drastique résumée par cette expression enfant unique. Maintenant, ils sont obligés de revenir, évidemment, à d'autres conceptions pour rééquilibrer un petit peu la démographie qui est totalement aujourd'hui anarchique d'une certaine façon, un déficit des filles, des vieux qui seront de plus en plus nombreux, un déficit des jeunes, etc. Bon, ce n'est pas non plus la panacée. Mais ce que je veux dire, c'est qu'avec une croissance démographique excessive, il y a encore plus de 5 enfants par femme. Et dans les régions, au Niger, ça dépasse 7 enfants. Au Tchad, 7 enfants par femme. Comment voulez-vous, si ça continue encore un certain temps, comment voulez-vous que les économies nationales, alors que les ressources sont extrêmement limitées dans ces zones sahéliennes, comment voulez-vous que ces économies puissent faire face à cette demande de plus en plus lourde de ces classes jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi? Le conférencier, là, Charles-Antoine, tout à l'heure, rappelait ces questions. Ce sont des questions fondamentales. On n'y échappera pas. Alors, ça n'est pas l'enfant unique, mais c'est quand même la nécessité d'aller vite vers une réduction de la fécondité, y compris avec ce droit d'ingérence démographique qui peut, comme pour d'autres choses, s'accompagner de ces fameuses conditionnalités qu'on a posées pour d'autres domaines d'intervention de la communauté internationale, comme on dit, enfin, l'ONU, si vous voulez, ou des partenaires bilatéraux, multilatéraux, tout ce qu'on veut. Les conditionnalités, d'ailleurs, on a évoqué aussi François Mitterrand, etc. Il y a eu des conditionnalités démocratiques. On peut aussi avoir des conditionnalités démographiques. Dire oui, on vous aide, mais à condition de. Nous sommes tenus par le temps, donc on va juste prendre une dernière question brève. Et on demandera aussi à M. Pourquier de donner une réponse brève. Voilà, merci. C'est ici, s'il vous plaît. Voilà, monsieur le professeur, je vous remercie pour l'intervention. Je voulais savoir si, pour rejoindre un peu la question qui a été posée avant, si tout cela ne traduit pas aussi un certain, peut-être relatif, échec des sciences sociales. Parce que entendre ce diagnostic de votre part m'étonne un peu. Parce que vous avez cité les exemples, les écrits des années 60, et puis ceux actuels qui traitent de ces problèmes. On a l'impression qu'entre les deux bouts, on n'a pas du tout traité ces questions. Et de la même manière, vous ne mentionnez pas, à mon avis, suffisamment l'importance des décisions politiques. Et à mon avis, il s'agit d'abord de décisions politiques, c'est-à-dire des responsables politiques qui ne prennent pas ces questions à cœur comme vous le faites. Et pourquoi ne Question pas... brève, s'il vous plaît. Merci. Oui, mais vous avez raison, je l'ai dit, il y a une responsabilité des autorités politiques qui n'ont pas suffisamment pris conscience de l'importance de cette question-là, avec cette idée que l'Afrique est encore peu peuplée, le nombre des hommes, c'est un signe de leur puissance. Et toutes ces idées-là, elles n'ont pas disparu, hein, mais les potentialités de l'Afrique sont quand même limitées, elles ne sont pas infinies. Hein, et s'il n'y a pas de véritable
véritables politiques prises en charge par les autorités des différents pays, eh bien, on aura du mal à réaliser cette accélération de la baisse de la fécondité, encore une fois, sans laquelle je ne vois pas comment l'Afrique pourrait éviter des drames dans les décennies, peut-être pas demain, mais dans les décennies à venir. Mais encore que, vous voyez, suivez bien l'actualité africaine dans les années qui viennent, vous verrez que les tensions ne sont pas prêtes de se ralentir et certainement la dimension démographique est un des éléments, ça n'est pas le seul naturellement, mais si on ne résout pas cette équation croissance démographique, emploi, on s'expose là vraiment à de graves déboires. Encore une question brève, une toute petite question. Il y avait madame là qui... Merci. Il se disait autrefois, mais je ne sais pas si c'est encore d'actualité, qu'un des meilleurs moyens pour faire baisser la démographie était d'augmenter, enfin de mettre en place des systèmes de retraite, ce qui évitait aux parents de prévoir beaucoup d'enfants pour les aider à subsister dans leurs vieux jours. Est-ce que cette théorie est caduque ou non ? Ouais, cette théorie, elle joue dans ce qu'on appelle le secteur formel de l'économie, là où il y a un emploi de type moderne, un petit peu comme dans nos sociétés, là ça joue bien entendu, mais comme l'essentiel de l'activité dans les villes et dans les campagnes échappe à ce type, à cette structure de production et de système de protection sociale, de retraite, etc., je ne vois pas en quoi ça pourrait résoudre les problèmes. Ça ne peut pas être généralisé dans le contexte actuel. Mais c'est une piste, mais ça ne touche qu'une fraction assez restreinte de la population. Bon, nous allons remercier M. Pourtier pour sa conférence et je vous rappelle que M. Pourtier sera à l'espace librairie pour dédicacer son livre Les Afriques noires. Donc merci encore M. Pourtier pour cette conférence. Et donc pour rappel, à 17h10 dans cet auditorium, vous aurez une présentation de quelque chose qui va peut-être intriguer, qui s'intitule le Diwan de Biskra. Je vous invite à venir découvrir cette institution, cette histoire qui est une histoire culturelle. Alors, on a eu une conférence sur la culture, sur les rôles des cultures dans le développement avant-hier. Je crois que celle qui s'annonce va être un éclairage supplémentaire sur les dimensions extrêmement importantes de cette question quand on essaye de comprendre les Afriques telles que nous avons essayé de le faire depuis le début. Donc 17h10 dans cet auditorium, je vous invite à rester.